Bien, donc là c'était le dernier petit flash sur 5 points, ça vient, ce sera votre note d'automatisme pour ce premier trimestre, il y aura la même chose au deuxième trimestre, d'accord, avec 4 petits flash voilà, d'évaluation, en plus d'en avoir de temps en temps dans des contrôles. Alors, deuxième chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est donc compléter le tableau de variation d'abord de la fonction sinus. Rappelez-vous, on a réussi à lire sur le cercle trigonométrique le tableau de variation de la fonction cosinus, et maintenant c'est la fonction sinus. L'objectif, c'est pas de lire sur la sinusoïde. Hein. Vous vous rappelez qu'on sait à quoi ressemblent les courbes représentatives des fonctions cosinus et sinus. On les a tracées, en tout cas on les a ici. Mais je ne veux pas que vous lisiez les variations de ces fonctions-là, je veux qu'on se serve de leurs propriétés et du cercle trigonométrique. Alors les propriétés, la première, vous vous rappelez, il y a 2 propriétés à connaître, c'est pour la fonction sinus, le fait qu'elle soit périodique, 2π périodique. Ça veut dire tous les intervalles de 2π, en gros la courbe elle se reproduit à l'identique. Et la deuxième propriété, c'est qu'elle est impaire. Et rappelez-vous, ça veut dire que si je pars de 2 nombres opposés, leurs sinus seront opposés. Ça vient du fait que le sinus de moins x, c'est moins sinus x. Cette propriété dit si vous prenez 2 nombres opposés, leurs sinus seront opposés aussi. Et bien ça permet, on sait, de réduire l'intervalle d'étude. On n'a pas besoin de se mettre sur R, même si elle est définie sur R, on va se placer sur l'intervalle d'amplitude 2π et sur un intervalle qui est centré en 0. En tout cas, on va regarder ce qui se passe plutôt de 0 jusqu'à π, et comme ça, on pourra, par symétrie, puisque vous savez qu'il y a une symétrie centrale quand il y a une fonction impaire, on pourra en déduire ce qui se passe de l'autre côté. Ok ? Donc, on fait le tableau, on va donc se placer uniquement sur 0, π. Un intervalle d'amplitude π, mais c'est pas grave, puisqu'on sait que par symétrie, on saura ce qui se passe de l'autre côté. Oh non, pardon, excusez-moi, on va plutôt faire comme on a fait pour le cosinus, c'est plus intéressant. Donc on se met entre moins π et π, mais on va regarder que la partie droite et on va en déduire par symétrie la partie gauche. Ok, donc ça c'est le sinus, donc sinus de x. Alors, on peut déjà réfléchir un tout petit peu aux valeurs particulières, sinus de 0 et sinus de π. Alors, est-ce qu'on les connaît, ces valeurs? On fait son cercle. Quel est le sinus de 0? Sinus de 0, c'est quand le point se trouve ici. Le sinus est l'ordonnée, c'est 0. Ok, donc là, il y a 0. Ne le placez pas encore, vous attendez que j'ai terminé. Ok? Donc là, il y a du 0. Quel est le sinus de π? 0 aussi, c'est bien. Ok. Bon. Maintenant, regardons. Vous vous rappelez, on va essayer d'augmenter la valeur de x, donc la valeur de l'angle, de 0 jusqu'à π. Regardez, qu'est-ce qui se passe pour le sinus? Alors, qu'est-ce qui se passe pour le sinus quand je vais de 0 à π sur 2 déjà? On voit que le sinus augmente, puisque le sinus est l'ordonnée, donc il y aurait une flèche qui monte. Ok, je vais faire un 0 comme ça. Pour l'instant, vous ne le faites pas encore. Et ça, c'est jusqu'à π sur 2. Et ensuite, de π sur 2 jusqu'à 0, on voit que ça, le sinus va... Il va faire quoi? Il va diminuer. Donc la fonction va être décroissante jusqu'à π. Baptiste, je crois que c'est toi qui nous a parlé de 1. C'est ça? 1, c'est quoi? C'est en fait l'image de π sur 2 par la fonction. C'est le sinus de π sur 2. Donc là, il y aurait un 1 ici et un 0 ici. Bien, ne le faites pas encore. Attendez. Sinon, vous allez râler parce que j'en aurais fait... je vais vous dire... Ah non, on refait. Donc, on voit que sur 0π, la fonction sinus, elle est croissante, puis décroissante. Le sinus augmente, puis le sinus diminue. Ok. Est-ce qu'on peut maintenant en déduire ce qui se passe entre moins π et 0 sans regarder sur le cercle. Juste parce que le fait que le sinus, il est impair. C'est une fonction impaire, donc on sait que la courbe, il y aura une symétrie. Alors, mais c'est une symétrie pas axiale, c'est une symétrie centrale. Donc, du coup, ça fera pareil, monsieur. Ben, du coup, ça fera pareil. Là, ça fait un truc comme ça. Ça fera pareil. Ça fera pareil, mais comme ça. Autrement dit, eh ben, elle va être d'abord... En haut. Alors, si je le fais de gauche à droite, elle va être d'abord... Ah, il faut que je le mette ici, pardon. Puisque sur les positifs, elle est comme ça, ben, elle va être d'abord décroissante, puis croissante.
Et donc en fait, c'est là où je vous ai dit il va falloir que je change un petit peu. En fait ici, elle va être d'abord, alors il faut que je le fasse un peu mieux là, elle va être d'abord décroissante entre moins pi et moins pi sur 2, pas moins 2 pi sur 2, moins pi sur 2. Et ça va aller jusqu'à quelle valeur à votre avis? Moins 1, c'est bien. Par symétrie hein, de la courbe. Puis après ça augmente jusqu'à 0 et puis ça continue à augmenter. C'est un peu cette partie-là, c'est-à-dire ça augmente puis ça continue d'augmenter. Voilà. Quelle est la valeur qui est ici? 0. Sans regarder, c'est 0 puisque... Hein, voilà. Et ça y est, on a le tableau de variation de la fonction sinus sur un intervalle moins pi, pi. Mettez petit x ici. Décroissante, croissante, croissante, décroissante. Ok? On sait qu'à la fin, ça nous donne une sinusoïde, là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que rien qu'en lisant sur le cercle, maintenant qu'on a on sait lire sur un cercle trigonométrique, on peut regarder, trouver, lire les variations de la fonction sinus. Et on fait la même chose par symétrie de l'autre côté. Là, vous pouvez le faire maintenant. D'accord? N'apprenez pas par cœur ces tableaux de variation, sachez les refaire en réfléchissant et en regardant sur votre cercle. Comme je l'ai fait, c'est-à-dire en vous disant est-ce que le sinus augmente, est-ce que le sinus diminue, etc. Ça, ce sont les tableaux de variation. C'est croissant, décroissant. Et il nous reste 2 tableaux à faire cette fois, qui seront les tableaux de signes. Les tableaux de signes, c'est quand est-ce qu'un cosinus est positif et quand est-ce qu'un cosinus est négatif. Sur quels intervalles c'est positif, sur quels intervalles c'est négatif. Je fais des beaux tableaux avec des belles règles. Hein. Pas comme moi. Ok. Ça va? Finissez-le parce qu'après je vais remonter, donc je vais l'effacer. Donc maintenant, on va se projeter sur le signe de ces fonctions cosinus et sinus. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est positive, ou plutôt, en reformulant, quelle est la conséquence graphique quand une fonction est positive? Conséquence graphique, ça veut dire qu'on parle de la représentation graphique. Non. Le signe d'une fonction n'a rien à voir avec ses variations. Une fonction peut être positive et décroissante, ou négative et croissante. Donc c'est important. Croissante, vous voyez bien, ça veut dire que la courbe, elle monte de gauche à droite. Quand on la regarde de gauche à droite, ça monte. C'est ça, être croissant. Mais qu'est-ce que ça signifie être positif? C'est toujours au-dessus de 0. Au-dessus de 0, c'est un nombre. Non, c'est pas par rapport à un nombre. Quand on parle de la courbe, elle est au-dessus de quoi? D'un autre objet? De l'axe des abscisses. Être positif pour une fonction, ça veut dire que la courbe va se situer dans cette zone-là, la zone qui est au-dessus de l'axe abscisse. Et être négatif en dessous. D'accord? Donc, ok, ça, on peut le lire graphiquement, mais nous, l'objectif, ça va être de trouver pour le cosinus et le sinus les signes, mais par rapport au cercle trigonométrique, puisqu'on a, on a cet objet-là qui est tout à fait particulier. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux signes de la fonction cosinus. Hugo, je vais faire un dessin ici. Mais tu ne le complètes pas, d'accord? C'est juste pour illustrer. Après, je l'efface, hein, ok? Ce qu'on va faire, c'est le tableau, là. Tableau, x, cosinus x. Et puis, on va se placer encore sur l'intervalle moins pi, pi. Okay. Alors, je fais mon petit cercle trigonométrique, là. Voilà. Et on réfléchit au signe du cosinus. On part de... On va regarder entre 0 et pi d'abord. Alors, comment est le cosinus au début là, à 0? Son signe. Son signe. Ah, il est négatif. Il vaut combien d'ailleurs en 0? 0. Non, il vaut 1. Non, il vaut moins 1. Il vaut 1, pardon, n'importe quoi. Il vaut 1. Sa valeur c'est 1, d'accord? Bon, il est donc positif, strictement positif. Ok, on continue à tourner. Comment est le signe quand on est là? Toujours positif, le cosinus. On arrive en pi sur 2. En pi sur 2? Il est nul. Il est nul.
En pi sur 2, le cosinus, il vaut 0. Tiens, donc, en pi sur 2, ça vaut 0. Avant, c'était positif. Là, je mets des plus. Je mets plus des flèches qui montent et qui descendent. Je mets le signe. Donc, entre 0 et pi sur 2, c'est positif. Entre pi sur 2 et pi, négatif. Ok, bah ça y est, on a le signe de la fonction cosinus. On voit qu'on passe de positif à négatif, puisque le cosinus se lit ici. Là, c'est positif. C'est l'abscisse. Hein, et là, c'est négatif. Alors, entre moins pi et 0, soit on raisonne par symétrie, soit, et c'est une symétrie axiale. Hein. Et quand c'est une symétrie axiale, rappelez-vous que si votre courbe elle est par là, enfin, si, imaginons que ma courbe elle soit comme ça, c'est d'abord positif puis négatif, par symétrie, ben, ici, si c'est positif là, c'est positif là, si c'est négatif là, c'est négatif là. D'accord? Donc, il va évidemment y avoir la valeur moins pi sur 2 qui va être importante, ou ça va être 0 par symétrie. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme signe ici? Ben, plus. Ah, mais plus, ça veut dire que si c'est plus ici et plus ici, en fait, c'est plus partout. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et regardez, moins pi sur 2, il est là. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est toujours positif et négatif ici. Et voilà notre tableau de signes. Il ne fallait pas commencer tant que je n'avais pas dit que c'était bon. Et là, c'est bon. Ok? Donc voilà le signe, le tableau de signes, si on doit le faire. Ça, c'est un truc que je peux vous demander en contrôle, de me faire le tableau de signes de la fonction cosinus entre moins pi et pi, par exemple. Comme ça. Ben, c'est ça qui est attendu. C'est strictement négatif. Alors faites attention d'être un peu plus précis que moi. C'est sur les intervalles. Hein. C'est comme si on avait des colonnes ici. Hein. Vous vous rappelez, comme quand on faisait nos tableaux de signes. Il y a 3 cases ici. Et dans chaque case, on met un signe. Entre moins pi et moins pi sur 2, c'est strictement négatif. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est strictement positif. Entre pi sur 2 et pi, c'est strictement négatif. En pi, ça vaut moins 1, c'est strictement négatif. Et en moins pi, on ne met pas les valeurs. On met que les plus et les zéros. Vous avez vu que ça n'a strictement rien à voir avec les tableaux de signes des fonctions affines, qui étaient du moins 0 plus ou plus 0 moins. Cette fois, c'est pas du tout le cas. Ok, et pour le sinus, je prépare mon tableau. Donc on va se placer aussi entre moins pi, et puis on va réfléchir au signe de sinus x de cette fonction-là. Alors, toujours pareil, on fait le cercle, et on essaie de réfléchir sur le cercle. T'es prêt, Andrea? C'est toi qui vas... Ça va être pour toi. Alors, on commence entre 0 et pi. Donc là, tu poses la question, même tu peux savoir, quelle est la valeur du sinus en 0? Quelle est la valeur du sinus de 0? Et son ordonnée, c'est 0. Ok? Celui-là, je vais le mettre. Les 0, on sait que dans les tableaux de signes, ils apparaissent. Ensuite, ton sinus, on le fait augmenter. Enfin, ton angle, on le fait augmenter. Comment est le sinus, là? Quand on est entre 0 et pi. Regarde. Le sinus, c'est l'ordonnée. Strictement positif. Et sur l'intervalle 0 pi. Strictement positif. Et donc, et comment est le sinus entre moins pi, qui se trouve ici, et 0? Négatif. Strictement négatif. Regardez le tableau de signes de la fonction. Sinus, il est encore plus simple. Entre moins pi et 0, c'est strictement positif. Et entre 0 et pi, c'est strictement positif. Entre moins pi et 0, c'est strictement négatif. D'accord? Voilà. Bon. Évidemment, ça a la conséquence graphique, c'est que la courbe, sur ces intervalles, eh ben, la courbe, elle va être soit au-dessus, soit en dessous de l'axe des abscisses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit que ça fait moins, plus, moins. Ben oui, ça va alterner entre au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ça vous donne une sinusoïde. Tout ça, c'est tout à fait logique. Bon, on n'y passe pas beaucoup de temps, mais c'est important de savoir les refaire. Donc, à vous de vous entraîner pour, au brouillon, vous mettez ça de côté, vous faites votre intervalle entre moins pi et pi, et vous essayez de retrouver ces signes. D'accord? Je pourrais très bien vous le demander entre 0 et 2 pi, par exemple. Donc, n'apprenez pas ça par cœur, je pourrais vous changer l'intervalle. L'idée, c'est que vous sachiez, à partir du cercle,
Vous regardez si c'est au-dessus, en dessous pour les sinus, ou à gauche, à droite de l'axe des ordonnées pour les cosinus, c'est ça qui vous donne le sinus. Allez, il nous reste une dernière chose à faire, je voudrais qu'on ait le temps de le faire. On n'aura pas le temps de faire beaucoup d'exercices, donc ça veut dire que c'est plutôt la semaine prochaine qu'on fera un peu plus d'exercices sur cette partie-là. Mais je vous ai dit hier que ces fonctions, cosinus et sinus, ça devient des fonctions de base pour, comme les fonctions affines, les fonctions carrées, la fonction inverse, etc. Et ça va nous permettre de modéliser des phénomènes. En particulier des phénomènes électriques, des phénomènes mécaniques, des phénomènes où il y a justement une histoire de périodicité, un truc qui revient. En particulier, il y a des fonctions qui font partie de votre programme qui interviennent très fréquemment, en particulier sur les signaux électriques. C'est ces petites fonctions-là. Alors ces fonctions, elles sont construites à partir du cosinus et du sinus. Et on n'a pas grand-chose à faire, mais la plupart des problèmes concrets, c'est pas seulement un cosinus ou un sinus, c'est plutôt des fonctions qui ressemblent à ça. On appellera des fonctions sinusoïdales. Plus générales que seulement la cosinus ou sinus. Donc les fonctions, alors regardez, je l'ai écrit comme ça, c'est aussi écrit comme ça dans votre livre, qui a t associe grand A cosinus oméga t plus phi. T ici c'est le petit x, hein. Mais souvent comme le phénomène qu'on étudie c'est un phénomène qui évolue au cours du temps, la variable, comme c'est le temps, on l'appelle petit t. Mais que j'écrive f de t égale grand A cosinus oméga t plus phi, ou alors que j'écrive f de x égale grand A cosinus oméga x plus phi, c'est exactement la même chose, c'est juste le nom de la variable. Donc, même si en maths on utilise beaucoup petit x, des fois on utilisera petit t, et en physique on utilise souvent petit t. Ok ? Bien, donc là, dans cette partie-là, on va prendre petit t comme variable. Alors regardez la forme de ces fonctions, l'expression de ces fonctions, que ce soit en sinus ou en cosinus. Il y a un cosinus et un sinus, mais il y a un truc à l'intérieur. C'est pas seulement la variable, c'est pas seulement petit t, petit x, c'est oméga t plus phi. Et il y a aussi un coefficient multiplicateur, grand A, qui se trouve devant. Et c'est un peu la forme générale de pas mal de fonctions sinusoïdales qui interviennent qui interviennent en électricité, qui interviennent dans pas mal de phénomènes. Et donc, ces coefficients, oméga, phi et grand A, ils ont des noms particuliers qu'on va poser là et que vous avez sûrement peut-être déjà rencontré en physique. Hier, tu en as parlé, Hugo, tu as parlé de la fréquence, par exemple. On va redéfinir ici la fréquence. Où est-ce qu'elle est la fréquence là-dedans? Alors, il n'y a pas de petit f ici, mais il va y avoir des mots importants, genre période, fréquence, tous ces mots-là, pulsation, phase, des mots que vous avez sûrement déjà rencontrés. Donc regardez la suite là, je descends un petit peu. Donc d'abord, avant ça, regardez à quoi ressemblent les courbes représentatives de ces fonctions. Qu'est-ce qu'on voit? Ce sont quel type de courbes? C'est des sinusoïdes, et c'est normal, c'est pour ça qu'on appelle ça des fonctions sinusoïdales. Elles ressemblent à cosinus et à sinus, mais c'est pas cosinus et c'est pas sinus. Vous avez vu, elles sont décalées en fait. Vous voyez bien déjà, elles sont décalées. Regardez même les ordonnées. 4, 3. Est-ce que c'est possible pour le cosinus ça? Non. Et non, c'est pas la fonction cos. C'est une espèce de mélange de cosinus avec d'autres fonctions. C'est pour ça qu'on peut avoir des ordonnées qui dépassent la valeur 1. Normalement, le cosinus, si je devais le tracer, il est juste entre moins 1 et 1. Mais elles sont construites à partir de cosinus et de sinus. C'est donc normal qu'on tombe sur des sinusoïdes. Vous verrez que des fois, on tombera sur des sinusoïdes comme ça. C'est quand on a un phénomène qu'on appelle amorti. Un phénomène amorti, c'est quand le phénomène il ne se répète pas à l'infini, mais petit à petit, il est de moins en moins fort. C'est par exemple le son. Oui, quand je parle là, si vous mettez à 200 mètres, vous allez moins m'entendre. Pourquoi? Parce que le son, évidemment, il s'amortit avec la distance. D'accord? Et c'est pareil avec l'histoire du ressort. Vous prenez un ressort, vous le comprenez, comme je vous l'ai expliqué hier, vous prenez une petite masse accrochée à un ressort, vous compressez, vous relâchez, le ressort va se déplier, ça va faire évidemment bouger la masse comme ça, elle va bouger, elle va étirer le ressort, et puis etc. Et puis ça va alterner comme ça va se rapprocher. Mais comme il y a des frottements, les frottements avec le sol ou les frottements avec l'air, qu'est-ce qui va se faire?
eh ben, ça va s'amortir. C'est-à-dire que jusqu'à ce que ça s'arrête, jusqu'à ce que les frottements soient trop faibles. Eh ben, c'est un phénomène comme ça. Mais ça reste des fonctions qui modélisent ces phénomènes qui ressemblent à ça. La seule chose, c'est que des fois, suivant le coefficient de grand A, si le coefficient de grand A, c'est pas toujours le même, eh ben, ça va s'amortir comme ça. Donc vous voyez que c'est des fonctions qui vont extrêmement qui vont être très fréquentes dans la modélisation de phénomènes qui vous concernent plus dans votre filière. Alors, sur les vocabulaires que vous devez connaître, parce qu'on peut vous le demander. Alors, grand A. Alors, grand A, et pourquoi on l'appelle grand A, c'est pas pour rien. On vous dit, de la sinusoïde, c'est la valeur maximale de la fonction, grand A. Ça s'appelle l'abscisse. Non. C'est l'amplitude du phénomène. Ok ? Et c'est lui, si jamais l'amplitude elle est de moins en moins grande, votre sinusoïde elle va s'amortir. Donc c'est l'amplitude. Ok. C'est un coefficient qui apparaît dans la fonction. Et regardez où est-ce qu'il se lit. Il se lit où le grand A ? Ici c'est 7, c'est ça l'amplitude. D'accord ? Ça veut dire ça correspond à l'image de... c'est la plus grande image en fait. Alors si c'est toujours le même, si grand A est constant, ça reste une sinusoïde qui est toujours la même. Si grand A devient de plus en plus petit, ça deviendra un système amorti. D'accord ? Ensuite, grand T. Ah, celui-là, vous connaissez celui-là. Grand T, on appelle ça là ? Non. La période. Alors, la période, c'est quoi ? C'est l'écart entre deux sommets, par exemple, de votre sinusoïde. Regardez, vous l'avez ici. C'est ça la période. C'est finalement le temps, si on était en seconde, le temps mis pour que le phénomène se reproduise à l'identique. Pour le cosinus, on sait que la période, c'est... Pour le cosinus, quelle est la période ? 2π. On dit que le cosinus est 2π périodique. Mais des fois, vous pouvez avoir une période qui n'est pas 2π, ça va dépendre, d'accord ? Donc c'est la distance ici entre deux sommets de votre sinusoïde. Le oméga, il intervient dans la formule. Je vous rappelle qu'on est en train de travailler sur cosinus oméga t plus phi. Ce oméga s'appelle la pulsation. Donc on appelle ça la pulsation. On vous dit c'est le nombre de périodes. C'est le nombre de périodes pour un intervalle de longueur 2π. Ça veut dire, en gros, combien je peux faire de 2π, combien je peux faire de périodes, combien de fois il se reproduit ma sinusoïde, si je prends un intervalle de longueur 2π. Pour le cosinus, quelle est la pulsation ? Combien de fois la sinusoïde se reproduit à l'identique sur un intervalle d'amplitude 2π ? Une seule fois. Puisque justement, je vous rappelle que cosinus est périodique de période 2π. Ça veut dire qu'il se reproduit en 2π. Et donc, puisqu'il n'y a qu'une seule période sur un intervalle de 2π pour le cosinus, ça veut dire que sa pulsation vaut 1. Et regardez, c'est normal. Cosinus x, c'est bien cosinus 1 fois x, quand le oméga vaut 1. On a dit que l'oméga, c'est le petit coefficient de x qui correspond à la pulsation. Donc, s'il y avait marqué ça, si je prends cette fonction-là, cos de 3x, qu'est-ce que ça signifie ? Que sur un intervalle d'amplitude 2π, je vais avoir 3 répétitions de ma sinusoïde. Ça veut dire que si vous prenez un intervalle d'amplitude 2π, comme ça, elle va se reproduire 3 fois, ça va faire 1, 2, 3. D'accord ? Vous allez avoir ça juste en un intervalle de 2π. Donc le coefficient que vous avez ici, il va resserrer un peu votre sinusoïde, plus ce nombre va être grand, plus votre sinusoïde comme ça va être resserré, plus les je sais plus qu'on appelle ça, mais plus les parties de vos sinusoïdes vont être proches dans un intervalle de 2π. D'accord ? Bien. Ça s'appelle la pulsation. Plus la pulsation est élevée, plus votre sinusoïde est comme ça, dans un intervalle. Ça va ? C'est bon ? Bien. C'est des mots qu'on utilise, même en mathématiques, mais c'est quand même lié à la physique, tous ces mots. Ah, petit f. Qu'est-ce que c'est que petit f ?
Eh ben non, là on fait de la physique. C'est elle, hein, la fréquence. Elle apparaît pas, hein. Mais la fréquence, on peut quand même vous demander. Alors c'est quoi la fréquence? C'est le nombre de quoi? C'est le nombre de... Le nombre de répétitions par temps. Ah non, c'est la durée de la répétition. Oula. Alors d'abord, vous avez vu la formule? C'est divisé par période. C'est l'inverse de la période. Donc c'est l'inverse de la période. Si c'est l'inverse de la période, essayons de comprendre ce que c'est là. On va diviser par la période. On va diviser quoi par la période? 1. On peut dire c'est l'inverse de la période, mais ce 1 là, ça, on pourrait imaginer, puisqu'on est sur l'axe abscisse, que ce soit des secondes. C'est une seconde que je divise par la période. Donc ça veut dire, c'est pas la période par seconde, c'est le nombre de secondes qu'on a dans une période. D'accord? C'est le nombre de secondes qu'on a dans une période. Je regarde si je vous ai... quelle heure est-il que je ne me fasse pas avoir? 45. Donc, on a dit c'est le nombre de périodes par seconde. De périodes en une seconde. Le nombre de périodes par seconde. C'est ça la fréquence. Ok? Phi maintenant, vous avez vu qu'il y a phi qui intervient, c'est les lettres grecques là, d'accord? Phi. Donc cette lettre grecque, ce coefficient phi, on appelle ça la phase. Vous n'avez pas vu tout ça, les signaux électriques là? Non, ça ne vous dit rien? Donc phi s'appelle la phase. Elle est exprimée en radians. D'accord? Bon, c'est son unité, c'est la phase. Et phi t plus phi, si vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus, ça a un nom, ça s'appelle la phase instantanée. Donc c'est la phase instantanée. C'est du vocabulaire qui s'exprime aussi en radians, il faut l'apprendre. Bien. Donc, évidemment, on va faire des exercices qui sont problématisés avec des histoires de signaux électriques, etc. Et puis, on peut vous donner une fonction comme ça, et demander quelle est la phase, quelle est la pulsation, quelle est la période, quelle est la fréquence, etc. Il y a des valeurs qui se lisent directement dans l'expression, et il y en a d'autres qui se calculent, comme la fréquence, vous ferez 1 sur t. D'accord? Des choses comme ça, il faut avoir... Bref. On en reparlera souvent. La période, on vous l'a fait deviner. La période, c'est souvent ça, c'est l'histoire de périodicité. On va vous faire calculer la période, vous dire, montrer qu'en fait, elle est périodique de période pi. Ça veut dire qu'il faudrait vous démontrer ça. Que f de x plus pi, ça donne la même chose que f de x. Si vous voulez démontrer qu'une fonction est périodique de période pi, vous devez démontrer que lorsque vous rajoutez pi à x ou à t, si je l'appelle t, si vous rajoutez pi à t, vous tombez sur la même image que f de t. Ça prouvera qu'elle est périodique de période pi, et que si vous avez la période, vous pourrez calculer la fréquence. D'accord? Bon, donc là, il faut faire des exemples. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais vous expliquer maintenant. D'abord, vous avez vu, j'ai fait plein de petits découpages là, parce que ça va être pour vous, c'est pas pour rien. Donc, ce matin, je vous ai envoyé, enfin, je vous ai pas envoyé, je vous ai créé un compte sur Labomep. Labomep, c'est un site où il y a des exercices en ligne que vous pouvez faire directement en ligne, et moi, je peux voir les résultats que vous faites. C'est-à-dire, je vois ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, et surtout quel est votre pourcentage de réussite, etc. Normalement, vous auriez dû recevoir, apparemment ça ne marche pas bien ça, vous devriez recevoir par mail des identifiants et un mot de passe pour vous y connecter, sachant que la première chose que vous allez faire, Hugo va nous dire s'il l'a reçu, mais j'ai vu un élève de terminale qui m'a dit qu'il n'avait pas reçu, donc et j'ai une collègue qui a fait ça et elle m'a dit que ça n'avait pas marché. Donc, a priori, vous n'avez rien reçu. C'est pour ça que je vais vous distribuer les petits papiers avec
vos codes. Alors je vous montre quand même. Donc, on va utiliser... Alors, vous tapez la BOMEP, comme ça, vous regardez là, s'il vous plaît. Donc, vous tapez la BOMEP dans le moteur de recherche. Vous avez le premier lien qui s'affiche. Et vous devez vous connecter. Donc, on va choisir un élève au hasard, je dirais par exemple Andrea, qui est le seul qui ne m'a pas le seul, mais un des seuls à pas m'avoir envoyé un mail, donc je peux toujours pas t'envoyer de mail, Andrea. Oui. Eh oui. Donc tu as deux choses. Déjà, Andrea, tu vois, Marie, hop, tu vas écrire à la main bien proprement ton mail, comme ça, tu pourrais t'envoyer des mails. Deuxième chose, alors, j'aurais dû, attendez, je vais le refaire tout de suite. Alors, mince. Et oui, là ça devient important là que je puisse... Ah, c'est pénible, là. Je voudrais pas faire ça. Il faudrait qu'il me... Bon, normalement, tant pis, c'est pas grave. Quand vous allez arriver sur la BOMEP, vous allez voir, il y a ici des identifiants. Donc, vous rentrez vos identifiants, c'est ce que j'ai fait avec le petit papier d'Andrea, qui est là. Et donc, il va vous demander, quand vous connectez, de changer votre mot de passe, s'il vous plaît. Votre nouveau mot de passe... Ah, bon, c'est bon. Alors, tu vas venir, puisque je voudrais qu'on teste, qu'on vérifie. Et tu vas me créer un mot de passe pour toi, là. Je ne vois pas. Donc, vous avez votre identifiant. Alors, votre identifiant, tiens, tu l'écris là. Tu réfléchis à un mot de passe qu'il faut que tu retiennes. Donc, votre identifiant, c'est toujours les 3 premières lettres de votre prénom, point, les 3 premières lettres de votre nom, tout en minuscule. Ça, c'est votre identifiant. Donc, j'ai fait ça pour tout le monde. Le mot de passe, ça l'a généré automatiquement. Mais vous, la première chose que vous faites quand vous vous connectez, c'est... refais-les, parce que c'est pas les mêmes. La première chose, il va vous demander de refaire un mot de passe pour vous. D'accord? Donc, vous aurez votre mot de passe, et voilà. Et je ne pouvais pas tester pour un élève sans lui changer son mot de passe. C'est pour ça que je n'ai pas pu. Je voudrais qu'on teste maintenant pour voir si ça marche. Ne pas enregistrer. Ok. Voilà. Donc, séquence, travail première STI 2D, travail en autonomie. Voilà comment ça se présente. Et ici, vous avez un certain nombre de choses. Alors, toi, tu vas aller là, sur travail 1 STI 2D. Et voilà, vous avez des petites questions, il y a 6 petits exercices sur cosinus, sinus, équation trigonométrique et courbe représentative parité. Ouais. Vas-y, clique sur ça, là, par exemple. Et voilà, et alors normalement, alors on est d'accord que là on est sur l'ordinateur du lycée qui bloque plein de trucs. Je pense que ce qui lui manque, c'est qu'il veut du JavaScript ou un truc comme ça, qui doit être bloqué. Donc normalement, chez vous, ça devrait mieux marcher. Bon, ça, voilà, donc là, on est d'accord, ça pose problème. Vous me direz si ça marche ou si ça marche pas. Merci Andrea. Ok, donc, je vous donne ça. Première chose que vous faites ce soir, c'est que je vais enverrai un mail de toute façon, puisque je dois envoyer aussi l'identifiant aux élèves. Du coup, mon autre identifiant, c'est mon nom. Bah toi, hein? C'est mon nom et après c'est le mot de passe que je viens de taper. Je te l'ai déjà pas... On l'a déjà perdu. Je vais te le redonner. C'est 3 premières lettres de ton prénom, point, 3 premières lettres de ton nom. Mais je vais te le redonner. Alors, Sullivan. Allez. Parce que là, ils sont pas dans l'ordre. Monsieur, Hein? Tu en as déjà servi? Ok. Tiens, regarde. Ton mot de passe, on est d'accord, il marche plus. Benjamin, venez prendre vos petits trucs là. On va laisser se traîner. Alors, Benjamin. On est d'accord, si vous les perdez, il faut m'envoyer un mail. Louis, non. Valentin. Léo. monsieur. Jonathan. Joël, non. Samuel. Non, non. Ewan. Les notes des fiches. Non, en fait, je me voyais pas de base. De quoi? Je m'en rappelle plus. Ah, oui, je peux te donner. Tom, non.
Gabriel. Ça, c'est moi. Hugo, non. Baptiste non plus. Hugo. Alexandre non plus. Mathéo. Et Baptiste. Pour être sûr de ne pas le perdre, votre petit papier, soit vous le collez, soit vous prenez une photo tout de suite pour ne pas l'oublier. Au pire, vous m'envoyez un mail. Oui, que mon ancien prof de maths m'avait déjà fait un compte. Est-ce que je le fais un problème du coup? Non, parce que tu vas rentrer on va rendre compte qu'elle est au lycée en plus. C'est pas tout. À vos places, il y a un petit travail à faire à écrire quand même qui est pour. Avec quoi, oui? Donc, mardi. Ah, merci. Alors tout ça, je vais l'écrire sur le NT de toute façon, mais quand même. Vous allez me faire le 69. C'est mardi, on sera combien? Je vais marquer. Mardi, premier. Ah mais c'est comme le mardi qu'on revient. Non, pas pour mardi premier. Non, c'est pour mardi la semaine prochaine. Vous êtes à la distance, mais vous faites votre travail. Et ça sera le 23. Alors, mardi 23. Vous me faites 69, page 185. En plus. Ça sera mardi 24, monsieur. Et 24, merci. Plus exercice. Labomètre. Donc, ok, ça, là, on les corrigera pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, moi je regarde que vous les avez fait. Et vous avez la correction à chaque fois. Ok? C'est bon? Allez, Faire les 6, bon week-end. Oui, vous faites tous les exercices de Labomètre.